grand plaisir d'être ici parmi vous, de revoir mes amis et puis de pouvoir contribuer à l'hommage qu'il faut rendre à Guillaume, à son équipe et à pour l'invention de ce dispositif Vigilance qui est remarquable. C'est bon. J'ai beaucoup de chance, donc je viens de Montpellier et j'ai beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de l'expérimentation de Vigilance dans la région de Montpellier qui s'appelait Languedoc-Roussillon. Donc pour dire que je suis absolument convaincu de l'intérêt de ce dispositif. Alors je suis d'autant plus convaincu que depuis une quinzaine d'années, je suis à la trace les travaux dans le domaine que réalise et que publie Guillaume et son équipe avec l'étude Syscol initialement, me semble-t-il, c'est la première, en tout cas ma connaissance publiée sur le domaine de cette question du lien. Alors ceci trouve sûrement une actualité dans la recherche neuroscientifique actuelle, dans un champ qu'on appelle celui des neurosciences sociales. Et la douleur sociale devient un élément, un centre d'intérêt dans les neurosciences et paraît très approprié lorsqu'on s'intéresse à la question des conduites suicidaires. Donc c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, et comment considérer que la douleur sociale est au centre des conduites suicidaires. Ça doit avoir certains avantages et nous aider à mieux traiter ces patients et peut-être même à mieux les diagnostiquer. J'y reviendrai. Et dans les propositions thérapeutiques, évidemment la question du maintien du lien social dans laquelle s'inscrit Vigilance, mais également je vais proposer d'autres pistes thérapeutiques, y compris pharmacologiques. Alors d'abord pour rappeler un élément, peut-être avez-vous été touché par ces informations qui ont largement diffusé au-delà de la revue américaine de psychologie dans laquelle ces travaux ont été publiés l'été dernier. En réalité, il faut savoir qu'actuellement, l'OMS considère que le soutien social devient un déterminant de santé majeur, et les journaux grand public qui ont repris cette information scientifique ont titré, à juste titre, que le défaut de connexion sociale, l'isolement social, la solitude, en tout cas les défaillances dans les réseaux de soutien social, ont un impact sur la santé, notamment la mortalité, qui est plus important maintenant que l'obésité. Tout le monde est convaincu que l'obésité est un problème majeur de santé publique à l'heure actuelle. Eh bien, l'isolement social est un problème de santé publique encore plus majeur à l'heure actuelle. Il a été démontré donc, dans ces travaux, dans cette méta-analyse, que quelles que soient les mesures du dysfonctionnement social, de la déconnexion sociale, elles s'accompagnent d'une augmentation de la mortalité précoce de 50%. Ce qui est considérable, quelles que soient, donc encore une fois, les mesures, qu'elles soient structurelles, comment est-ce qu'on compte le réseau social, fonctionnel, multidimensionnel, et évidemment tenant compte des facteurs de confusion potentielle. Et ce n'est pas une relation de causalité inverse, parce qu'évidemment, on peut considérer que quelqu'un qui va bientôt mourir était plutôt isolé, mais c'est simplement le même phénomène. Donc vraiment, l'isolement social augmente la mortalité précoce et mortalité générale. Et évidemment, au sein de cette mortalité générale, le suicide. Et ce qu'illustre cette diapositive, alors on voit vaguement, donc ce sont des risques de mortalité qui sont associés à différents éléments de santé. Les barres noires indiquent différents indicateurs de la déconnexion sociale, et en gris des facteurs classiques, des déterminants de santé classiques qui sont le tabagisme, l'obésité, et on voit que les barres noires sont situées, ont une importance supérieure sur la mortalité que les barres grises, donc ce qui a fait dire aux auteurs, et ce qui a été largement repris, que l'isolement social devient un déterminant de santé plus important que l'obésité, d'autant plus que, c'est ce qu'illustre l'autre histogramme à côté, bon, qu'on voit vraiment pas bien, mais en tout cas que la prévalence aux États-Unis, alors ceci n'est pas forcément transposable à tous les pays occidentaux et à la France, encore que, mériterait d'être testé, mais on voit que la déconnexion sociale a une prévalence qui est plus élevée que le tabagisme ou l'obésité ou la sédentarité, par exemple, aux États-Unis. Donc un retentissement important sur la mortalité et un phénomène qui devient de plus en plus fréquent, d'où l'importance de considérer ce nouveau facteur de santé publique comme un enjeu majeur de santé publique, et d'une façon générale, pas uniquement en psychiatrie, mais enfin en psychiatrie, par essence, on va dire, il est difficile d'y échapper. Alors pourquoi est-ce que
on s'est intéressé à cette question des neurosciences sociales dans le suicide. Bon, je ne vais pas rappeler les travaux de Durkheim, nous sommes français, suicidologues. Durkheim avait le premier considéré que le suicide est un fait social. Une autre théorie qui est actuellement très en vogue dans la suicidologie, la théorie interpersonnelle du suicide développée par Joyner, est testée régulièrement dans de nombreuses études. Très belle méta-analyse publiée l'an dernier qui montre que cette théorie fonctionne plutôt pas mal. Elle considère que les idées de suicide sont, enfin dans ce modèle, hein, qui n'est pas un résumé de ce qui se passe dans le suicide, c'est simplement un angle d'abord qui est la question interpersonnelle. Les auteurs, donc Thomas Joyner, proposaient que ce soit à la fois la perte du sentiment d'appartenance et la perception d'être un fardeau pour le reste du groupe, d'être un fardeau social, qui sont deux éléments déterminants de la survenue d'idées de suicide. Un troisième élément serait nécessaire, et sur lequel nous reviendrons, pour que les idées de suicide se traduisent en actes suicidaires, en gestes suicidaires, parce qu'au fond, ce qui nous préoccupe, c'est quand même ça. C'est plutôt l'appréhension des passages à l'acte, et pas vraiment de l'idéation. Cette dimension qui est requise pour la survenue d'un geste suicidaire chez des sujets qui ont des idées de suicide est la capacité acquise et qui, elle aussi, nous allons le voir, est liée à la question de la tolérance à la douleur. L'autre modèle, alors nous on travaillait plus initialement sur les facteurs de vulnérabilité suicidaire, génétiques, neuropsychologiques, neuroanatomiques, et la question que l'on s'est posée, c'est on s'est dit, mais finalement, ce modèle vulnérabilité-stress, il est défaillant de ce point de vue-là, puisqu'on considère les problèmes sociaux et les problèmes interpersonnels comme des facteurs de stress, et donc qui vont avoir un effet chez des sujets vulnérables, qui vont se traduire par un geste suicidaire chez des sujets qui auront une vulnérabilité au suicide. Mais par contre, et de l'autre côté, dans les facteurs de vulnérabilité, on se rend compte qu'il existe des facteurs qui interagissent en réalité avec les facteurs environnementaux, par exemple, qui sont les anomalies de prise de décision, une fonction cognitive que l'on a retrouvée associée, très impliquée dans la vulnérabilité suicidaire, et les travaux ont été largement répliqués pour que l'on puisse considérer à l'heure actuelle que la prise de décision perturbée soit un trait cognitif, un marqueur très cognitif de vulnérabilité suicidaire. Et de l'autre côté, on observe que la prise de décision, quand elle est perturbée, a un effet délétère sur les phénomènes sociaux et sur les relations interpersonnelles. La colère, qui est un facteur de vulnérabilité, c'est un trait, la propension à la colère. Également, par définition, la colère a des conséquences dans le domaine interpersonnel. Donc des facteurs de vulnérabilité suicidaire qui sont des facteurs de vulnérabilité non plus seulement au suicide, mais au stress. On s'est dit qu'il fallait aller plus loin dans l'étude de la vulnérabilité sociale, en fait. Alors, juste cette donnée pour montrer que Durkheim avait raison, mais qu'il était intéressant de pouvoir tester ces hypothèses de l'intégration sociale selon des méthodologies de recherche actuelles. Et cette étude est assez fameuse. C'est une étude qui est tirée de la grande cohorte d'infirmières suivies aux États-Unis, où on mesure tous les comportements de santé. Vous voyez un très grand nombre de personnes. Les auteurs ont regardé sur 18 années de suivi la survenue de suicides aboutis, et d'un autre côté, en décrivant un index d'intégration sociale qui reprend un certain nombre de facteurs qui intègrent le statut marital, la taille du réseau social, la fréquence des contacts sociaux et la participation active à des groupes sociaux ou à des groupes religieux. Eh bien, dans cette étude, il est démontré que les infirmières qui sont les mieux intégrées se suicident moins, et celles qui sont les moins bien intégrées se suicident le plus, avec un effet qui est assez remarquable. Et on est dans une population de sujets qui, a priori, sont déjà intégrés, puisque ce sont des infirmières, et donc au moins, elles travaillent, donc c'est une partie de la population, en tout cas la population au moins active. Donc l'intégration sociale, ici dans cette étude chez les femmes, prévient la survenue de suicide. Les mêmes auteurs, à partir d'une autre cohorte chez des hommes, ont répliqué exactement les mêmes résultats. Alors l'hypothèse que l'on défend serait celle-ci. On sait que les sujets qui réalisent des gestes suicidaires avaient dans l'année, ou dans les mois, ou dans l'année précédant le geste, été confrontés à un certain nombre de facteurs d'adversité sociale, souvent qui se multiplient, séparation ou perte d'un être cher, des conflits intrafamiliaux, extrafamiliaux, professionnels, des problèmes sociaux, financiers, professionnels, et puis plus rarement des maladies physiques.
L'intégration sociale, je le disais, quand elle augmente, permet d'observer une diminution des taux de suicide. Et puis, dans les populations cliniques, les sujets qui font des gestes suicidaires ou qui se suicident sont plus souvent socialement isolés. Donc l'hypothèse que l'on défend, ça serait que finalement, les sujets qui sont particulièrement sensibles à la déconnexion sociale vont activer des régions cérébrales spécifiques qui vont elles-mêmes être impliquées dans les phénomènes de douleur psychologique et de phénomènes de l'inflammation, ce qui, à son tour, pourrait augmenter la propension à développer une crise suicidaire ou à aller vers un passage à l'acte suicidaire. Donc c'est cet aspect que je vais essayer de défendre. Alors on a voulu, dans une étude d'imagerie fonctionnelle, tester directement la question d'une sensibilité accrue à l'exclusion sociale, au rejet social, chez des sujets qui présentent une vulnérabilité suicidaire. On a voulu le tester directement en utilisant une tâche qui est considérée comme le gold standard des tâches de laboratoire pour l'exclusion sociale, qui est le Cyberball Game, qui avait été publié en 2003 dans Science par Naomi Eisenberger. Et alors dans cette tâche, c'est un jeu de balles très enfantin. Ici, on voit la petite main du participant, donc qui est dans le scanner dans cette étude et qui va jouer à cette tâche, et on lui fait croire qu'il y a deux autres participants qui sont supposés être réels. En réalité, c'est l'ordinateur qui joue. Et première tâche, donc première partie de la tâche, une phase d'inclusion où tout le monde se passe la balle. Le participant reçoit la balle des autres joueurs qui se passent la balle, etc. Et puis, tout d'un coup, sans que le sujet n'ait été informé, tout d'un coup, le participant ne va plus recevoir la balle, c'est la phase d'exclusion, et il va regarder les autres joueurs continuer à jouer ensemble. Ceci s'accompagne, ça paraît très enfantin, simpliste, ça l'est probablement pour faire l'IRM cérébral, mais toujours est-il que ceci s'accompagne, chez les sujets sains, d'un sentiment de détresse sociale. Tout d'un coup, on se retrouve exclu de ce jeu de balles et on manifeste une détresse sociale. Donc on a voulu regarder quelles étaient les activations neuronales entre ces différents groupes. Un groupe de sujets qui avaient une histoire de tentative de suicide, donc porteurs de la vulnérabilité, des sujets qui avaient une histoire de dépression mais qui n'avaient pas d'histoire de TS, donc sans vulnérabilité suicidaire, et des sujets sains, c'était uniquement des femmes pour s'affranchir des faits liés au genre, au sexe, et tout était euthymique pour s'affranchir de l'effet de la dépression. Et ce qu'on observe, c'est lors de la phase d'exclusion, par rapport à la phase d'inclusion, dans le groupe de femmes qui ont une histoire de tentative de suicide, une activation qui est anormale de deux régions cérébrales en comparaison des deux autres groupes qui, par contre, ne diffèrent pas entre eux, dépression et sujet sain, et une activation anormale au niveau de deux régions interconnectées qui sont le cortex singulaire postérieur et le gyrus supramarginal. Alors ces résultats nous indiqueraient quoi? D'abord qu'il existe une particularité de l'activation cérébrale lors de l'exclusion sociale chez les sujets qui ont une vulnérabilité suicidaire. Leur cerveau ne réagit pas comme celui des sujets déprimés avec histoire de dépression sans TS et des sujets sains. Et deuxièmement, qu'il existe que ces régions impliquées, notamment la partie postérieure de l'insula, nous rappelle que l'activation de cette région implique le traitement de la douleur physique. L'insula postérieure est impliquée particulièrement dans les signaux extéroceptifs et dans la douleur physique. Et troisièmement, on en redira un mot, je l'évoquais tout à l'heure, la question de la capacité acquise au suicide se manifeste notamment par une augmentation de la tolérance à la douleur, et l'insula postérieure a été associée à ces phénomènes de tolérance à la douleur et donc de capacité acquise au suicide dans d'autres études. Donc des régions, à la fois un pattern d'activation cérébrale qui est particulier chez les sujets qui ont une vulnérabilité suicidaire, et en même temps des régions cérébrales qui semblent avoir un intérêt par leur lien avec la douleur physique et par leur implication dans la tolérance à la douleur et donc la possibilité d'une capacité acquise au suicide. Alors, l'heure est après vigilance ou en complément de vigilance, l'heure est aussi à utiliser en permanence ce type d'appareil. On peut utiliser ce type d'appareil, les smartphones, pour réaliser, on verra si ça peut nous permettre de suivre les patients, de les monitorer, de détecter le risque suicidaire. En tout cas, pour l'instant, c'est extrêmement intéressant pour la recherche, dans la mesure où il est possible que le smartphone interroge le patient régulièrement, à plusieurs moments de la journée, tous les jours, si on le souhaite, et surtout lorsque le sujet est dans son environnement normal
et il va apporter une réponse qui sera instantanée, qui sera le reflet de ce qu'il est en train de vivre, de ressentir ou de penser au moment où il va répondre à son smartphone, lui apporter ces informations. Ceci évite notamment les biais de remémoration lorsqu'on voit les patients toutes les semaines, tous les mois ou tous les que sais-je. Donc l'intérêt de ce qu'on appelle Ecological Momentary Assessment, l'évaluation en milieu écologique instantanée, qui permet de recueillir ces informations. Et simplement, cette première étude préliminaire, c'était pour montrer que les taux d'acceptation, les taux de renseignement, de compliance au questionnaire étaient extrêmement bons dans plusieurs groupes de sujets, que ce soit des sujets sains, des sujets déprimés, des sujets avec un passé suicidaire ou bien des sujets qui ont fait une tentative de suicide récente. L'autre intérêt, c'est qu'on n'a pas observé d'effet iatrogène, c'est-à-dire qu'on peut demander via le smartphone au patient s'il a des idées de suicide de façon répétée dans la journée. Ceci ne va pas augmenter la possibilité de survenue des idées de suicide. Donc c'est plutôt intéressant d'observer cette absence d'effet, cette innocuité sur l'évaluation répétée des idées de suicide. Alors l'hypothèse que l'on a formulée dans cette étude est celle-ci. Donc vous voyez par exemple dans cette étude une population, un groupe de sujets qui sortaient de l'hôpital où ils avaient été admis pour quelques jours après une TS, uniquement donc des suicidants récents, qui sortaient de l'hôpital, période ultra haut risque, la sortie de l'hôpital, vous le savez. Les patients étaient interrogés 5 fois par jour, quelques illustrations des horaires aléatoires auxquels le smartphone sonnait pour demander les informations aux patients, et pendant une semaine, tous les jours, pendant une semaine, 5 fois par jour. Et donc l'hypothèse que l'on faisait, la question qu'on se posait, c'était est-ce que des facteurs de stress survenus en vie quotidienne pouvaient augmenter le risque de survenue d'idées de suicide dans les heures qui suivaient. Facteur stress, idéation suicidaire, sur une évaluation en vie quotidienne, c'est-à-dire en s'affranchissant d'un certain nombre de biais. Alors, je ne vais pas détailler ce tableau illisible, simplement quand on regardait les différentes situations sociales, ce que faisaient les sujets, avec qui ils étaient, etc. Les sujets qui étaient le fait d'être seul, le fait d'être au travail, le fait d'être passif devant la télévision ou passif devant Internet étaient associés à l'augmentation de risque de survenue d'idées de suicide dans les heures qui suivent, alors qu'être avec un proche, avoir des activités où on s'occupe de soi, ou des activités de loisirs, être au resto, au bar, au cinéma, avait un effet protecteur vis-à-vis de la survenue ultérieure d'idées de suicide. Donc ça donne une idée sur le contexte social qui peut favoriser le risque suicidaire chez des sujets, donc dans cette population particulière, un petit groupe de patients qui sont des suicidants récents, donc une population à ultra haut risque. Alors l'hypothèse que l'on formulait, c'était est-ce que des facteurs de stress vont générer des idées de suicide ? Et on observait que les facteurs de stress, tout confondus, en vie quotidienne, n'augmentaient pas le risque d'apparition d'idées de suicide ultérieures. Par contre, des facteurs de stress, donc des événements négatifs liés uniquement à la sphère familiale et au conjoint, étaient des facteurs significativement associés à l'augmentation du risque d'apparition d'idées de suicide chez les sujets. Donc, ce qui renforce la question de la place des relations interpersonnelles et des événements de stress des événements négatifs liés à cette sphère proche, encore une fois, dans cette population particulière, des données qui mériteraient d'être répétées. Mais ça trouve écho à cet article d'opinion qui a été publié récemment, dans lequel les auteurs veulent identifier 2 patterns d'idéation suicidaire. Un premier qui est assez classique, qui serait les sujets, donc si on mesure ici de façon répétée, admettons tous les jours, l'idée de suicide, on va avoir un pattern d'idéation suicidaire stable. Ça serait les sujets déprimés qui, quoi qu'il se passe au cours de leur existence, gardent une idéation suicidaire élevée. Et un autre pattern, et donc c'est probablement plus celui auquel on avait affaire dans l'étude que je vous montrais, avec des grandes variabilités dans le niveau d'idéation suicidaire qui, lui, est plus directement en rapport avec la survenue d'événements stressants. Ceci, alors, c'est une modélisation, ce que proposaient les auteurs ici. Nos données confirmeraient l'existence d'un premier modèle avec des fluctuations des idées de suicide en fonction des événements de vie quotidienne. Il existe probablement d'autres facteurs, d'autres patterns d'évolution des idées de suicide en vie quotidienne, mais ça plaiderait en faveur ça plaide en faveur de dispositifs de contact comme vigilance,
et ça plaiderait en faveur de l'utilisation des smartphones de façon à... Ce qui est important finalement, c'est pas d'évaluer et d'intervenir lorsqu'on voit un patient en consultation, puisqu'un patient il est rarement hautement suicidaire en consultation. La majorité des gestes suicidaires se produisent en dehors de la consultation. Donc ça signifie qu'il faut développer des stratégies qui permettent d'agir au moment où le patient est à plus haut risque suicidaire, et c'est notamment à côté de vigilance avec les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les Ecological Momentary Intervention, qui fait le pendant de Ecological Momentary Assessment. Alors forcément, on a cherché à faire un lien entre ces deux études. La question était, est-ce que ce qu'on observe dans la réactivité, dans la sensibilité aux stress sociaux, quand le sujet joue à ce petit jeu de balle, le cyberball game, quand il est dans un scanner, ce qui est un tout petit peu artificiel, en tout cas très expérimental, est-ce que ceci peut être corrélé à son vécu, à sa sensibilité aux stress sociaux lorsqu'il est en vie quotidienne. Donc les sujets, après avoir passé le scanner, pendant une semaine, partaient avec le smartphone et répondaient à ces questions, comme je vous ai montré. Donc là, différents groupes de sujets, des sujets sains, des sujets avec antécédents de dépression sans TS, des sujets avec antécédents de dépression et TS. Il n'y avait pas de suiccidants récents dans cette étude, s'affranchir de la psychopathologie aiguë. Et ce que l'on observe, c'est que les sujets qui expérimentent une douleur sociale en réponse à un stress de la vie quotidienne, dans cette étude, sont ceux qui ont une activation augmentée du précuneus dans la phase d'exclusion de la tâche de cerebral game. C'est-à-dire que ce qu'on observe dans le scanner, cette sensibilité accrue au rejet, ici qui serait indiquée par l'hyperactivation du précuneus, ces mêmes sujets sont plus sensibles au rejet social dans la vie quotidienne, dans les relations interpersonnelles de leur vie quotidienne. Forcément, il est intéressant d'observer le rôle du précuneus qui suggère une augmentation de la sensibilité émotionnelle et de la perception lors de processus qui sont autoréférentiels.